J'ai une petite ville parce que ce qu'on essaye aussi à Visite Numérique, de ne pas avoir que des collectifs de Casablanca et de Rabat, et des collègues qui ont fait le choix de s'investir dans des petites villes. On racontera son expérience. Donc, Oulida Yakar, qui a créé sa structure de management et de booking à Paris, et un jeune entrepreneur, Mohamed Manjarak, qui a créé sa structure Maroc Life, qui est multidisciplinaire, qui va nous parler aussi de son expérience. Et puis, Serif Foucault, qui est venu au Maroc en tant que coopérant et qui a fait le choix de s'installer en créant sa petite structure ici à Rabat, dans le secteur culturel. Donc, j'espère que les témoignages seront intéressants pour les uns et les autres. Et en tout cas, nous, on essaie de pousser au maximum les jeunes à s'investir dans ce secteur, le secteur culturel, le secteur des industries créatives, pourquoi pas les industries de la musique. Et c'est pour ça que nous avons voulu avoir ce collectif avec nous ce matin, en conférence. Bonjour. Moi, j'aimerais bien commencer par placer un petit cadre, une définition avant de attaquer des expériences plus personnelles et de terrain. C'est important. Donc, je pense vouloir redéfinir en fait ce que sont les industries culturelles et créatives. La définition a évolué au fil du temps. D'après l'UNESCO, là en l'occurrence, c'est le secteur d'activité ayant comme objet principal la création, le développement, la production, la reproduction, la promotion, la diffusion ou la commercialisation de biens, de services et activités qui ont un contenu culturel, artistique et ou patrimonial. Donc, dans la foulée, je vais aussi peut-être placer un peu les caractéristiques de ce secteur qui nous concerne tous et qui est en évolution et qui a en même temps beaucoup de freins. Donc c'est un secteur qui a l'intersection de l'économie et de la culture. La créativité au cœur de l'activité, le contenu artistique, culturel ou inspiré de la création du passé, la production de biens et de services fréquemment protégés par les droits d'auteur, par les droits voisins et par les droits intellectuels en général. Il y a une double nature donc économique qui génère de la richesse et qui génère de l'emploi, et culturelle. C'est assez spécifique donc, générateur de valeurs, de sens, d'identité, de vivre ensemble, comme on dit en France beaucoup. C'est un secteur où il y a justement de l'innovation, du renouvellement créatif, une demande et des comportements du public difficiles à anticiper. Donc c'est un peu différent d'un secteur marchand où on sait que les gens vont acheter plein de bouteilles de coca, on va dire. C'est aussi un secteur marqué par la non-systématisation du salariat. Il y a des modes de rémunération qui sont différents du travail. Et la prédominance des micro-entreprises. Nous en avons quelques-unes autour de la table, on en représente. Voilà. Donc voici pour le cadre. Et pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, je pense que c'est pas inintéressant de vous confier la parole. En fait, Monsieur Ousadou, qui avait une expérience, pardon, j'ai écorché, voilà, il avait une expérience de terrain et une réflexion par rapport à ces questions. Thank you very much. I think, as Mr. Ibrahim has introduced me, I'm from Nairobi, Kenya, and I run an organization called Ketable Music. We are a not-for-profit organization, and our statement mission is to identify, conserve, develop, and promote the diverse musical traditions
within East Africa. Maybe I can translate a little bit for those who don't understand, don't have the French, the other version. People have translation in one way, or maybe people understand. Ah oui, non, c'est bon, je parle. May I continue? Yeah, go ahead. We believe we occupy an important space in Kenyan music and cultural production as we seek to cultivate, produce, promote, grow, and export Kenyan and African music of particular kind. When I say music of a particular kind, I mean music with an African identity. We play a big part in contributing to Kenyan cultural policy, and we do this in many different ways, directly and indirectly. This we do by articulating Kenyan African cultural sensibilities and vision. Because in this world of diversity, you have to stay different by having your own identity. We produce artistic material that adds value to the state policy. Our intention has always been to be more African, just to repeat myself, so that we really have a proper local content for local media. Because you find that mostly in Eastern Africa, most of the media don't really have local content. And this is also because of lack of policy. I mean, I was telling my friend yesterday that when I was coming at the airport at Casablanca, I saw so many black brothers and sisters begging actually in the streets, all trying to reach for greener pastures in the Western world. And some of these people are artists. Had we had proper policies in our respective countries, they wouldn't have to run away. They would be actually staying back home, doing their music and making money out of it. I also work closely with another informal group known as CEWG. CEWG actually means the Creative Economy Working Group. And this team is composed mainly of cultural practitioners coming across the sector. Why I always emphasize on cultural practitioners, because I really believe that we can talk in boardrooms like this, talk about nice policies, but sometimes what we lack is making these things into law. And that is implementation. Because without that, then just talk. For example, where I come from, because of lack of policy, traditional music has been dying. So what I did, I got a mobile studio, and I go around East Africa recording this music before it disappears. Instead of talking about it only, which I love to, but I also want to act. So for the last couple of years, the CEWG has engaged the government and from the relevant ministries with the aim of coming up with a well-defined cultural policy. The task has not been easy. It's been very, very slow and tedious. This is because Kenya, like most African countries, did not have a cultural policy in place during the time we attained independence, and that was 1963. But that's not an excuse, because it's now over 50 years since we attained independence. So blaming the colonial masters is an excuse. It's a lame excuse. We have had enough time to put our house in order. While most of the input from the informal sector has been captured in the national cultural policy, the only problem that they are not being made into law. They are just draft policies. They are not law at all. So, to repeat myself, there's no implementation. Anyway, as Ketable Music, we believe that private initiative probably is the thing, because sometimes we cannot rely just on the government, but individuals, people of goodwill who can come out of their way
and try and see how to support this sector. The only place where the government really has to come in is about implementation. Because I remember some years ago, even simple things like piracy was never like a crime. When you approach a policeman, I mean, and a law enforcement people, and tell them that someone is pirating my cassette or CD, as it was those days before the digital era, they would laugh and say, but wait a minute, he bought it. I said, yeah, he bought it, but it doesn't have the copyright right. But see, because of lack of education, and they never knew that actually you can buy something, yet you don't have the intellectual property right for it. As I said, we believe that partnership in all cultural organizations is the right way to develop proper cultural policy. Because what is happening right now in Kenya, there are so many policies. There's the film policy, the music policy, and so forth. There are so many. So sometimes we find it so difficult that the people who are supposed to make these policies don't understand it because they don't have any reference material to work with. Anyway, just to, and I'm sure I don't want to take all the time from my colleagues, when I talk about individual initiatives, like in 2014, Kenya's turn was supposed to go to the Smithsonian Folklife Festival. And they approached the country and told them that we need to take music and all aspects of culture to Washington, D.C. Of course, luckily the government approached us because they knew they could not do it themselves, and they told us actually to curate the program, which we did successfully. So we still believe that we can still work with the government and individuals to have a proper national cultural policy. I'll leave it for that for now. My question is, when you say the government doesn't have any proper material to evaluate, did you make studies in Kenya concerning the economical, l'apport économique of creative and cultural? Are you asking what the economy, the creative? I'm going to say it in French. Avez-vous fait des études sur l'apport économique en fait des industries créatives et culturelles au Kenya et éventuellement donc la contribution au PIB du pays de ce secteur-là? Yes, it has been done, though I don't have the figures myself, but it contributes a lot in Kenya. So the only thing is the implementation. The money is lost. Had the government been able to harness this money, we would not even be relying so much on donors or external support. We would be able to do it ourselves as Kenyans, but it has been done. I don't have the figures. As I told you, I'm more of a practitioner, but I can get you the figures. D'ailleurs, moi qui aime bien les chiffres aujourd'hui, on estime que le secteur représente 1600 milliards de dollars mondial, le double du secteur du tourisme, et contribue à 3,4% du PIB mondial. Ça, c'était en 2007. On n'a pas, malgré le fait que les statistiques les sources statistiques ne sont pas très claires ni élaborées, c'est une estimation. Donc, et pour les pays individuellement, c'est entre 2 et 6% du PIB national. Et c'est quand même un argument fort pour influer sur les politiques culturelles. Et c'est un argument, en fait, même majeur, je pense, qu'il faut amener et que ça prend du temps d'amener. J'aimerais d'ailleurs donner du coup la parole à Moulay Ahmed Alami parce qu'on a eu une discussion avant de rentrer là. Et ce que vous avez dit, monsieur Osuza Tadou, m'a un peu remémoré ça. Par rapport, il y a une petite différence en fait par rapport à ce que tu disais sur justement toute la représentativité de la culture marocaine ici, en France, au Maroc, dans les médias.
Et j'aimerais un peu que tu donnes ton état des lieux ici au Maroc. Ok. Bonjour à tous, vous m'entendez? Non. C'est bon. Bonjour, je suis Moulay Hamdi, je suis président du festival Jazzablanca. Je suis aussi membre d'une toute jeune association qui s'appelle l'AMVI, l'association marocaine des entrepreneurs du spectacle vivant. Et l'AMVI est aussi membre fondateur d'une jeune fédération dont les statuts sont en cours de formation et qui s'appelle la Fédération des industries culturelles. C'est un grand chantier où ça fait 1 an qu'on en parle, etc. Aujourd'hui, ça va se créer dans les semaines qui viennent dans une toute petite forme. Et on est très content d'arriver à ce résultat avec quelques petites associations dans différentes filières des industries culturelles, parce qu'il y a un besoin urgent et pressant d'avoir une culture beaucoup plus forte au Maroc, plus diversifiée, plus riche, qui crée de l'emploi, qui crée des vocations, qui crée de la paix sociale, qui crée beaucoup de choses. Et je pense qu'on est tous conscients qu'aujourd'hui le Maroc a un énorme potentiel de créativité, de richesse individuelle, et que individuellement nous n'arrivons pas à influencer les politiques publiques. Chacun a ses problématiques, chacun va défendre ses projets auprès des ministres et autres autorités publiques, mais individuellement on est confronté à des murs et collectivement on pense que l'on peut changer les choses. Aujourd'hui, en tout cas quand j'ai repris Jazzablanca il y a maintenant 5 ans, en tout cas j'ai racheté une marque, j'ai pas racheté une entreprise, j'ai racheté une marque dans laquelle je croyais. On était dans un contexte où au Maroc on a beaucoup de festivals qui sont organisés par des associations avec une diversité assez large. On passe de la musique ilaoui à la musique andalouse, au festival de la pomme et de la cerise, et tout un tas de cultures locales et différentes. Et l'entrepreneuriat n'était absolument pas représenté dans ce modèle de structure, et ça me semblait complètement impertinent de lancer une entreprise dans ce secteur-là, sachant que j'allais être confronté au fait de ne pas avoir de subventions publiques, puisque aujourd'hui toutes les subventions publiques sont données exclusivement à des associations, avec toutes les dérives que ça a. Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez une association, vous avez très souvent aussi une entreprise derrière qui gère. Et donc, sans rentrer plus longtemps dans ce débat, mais en tout cas, je trouvais que vis-à-vis de ma vision des choses, qu'on pouvait créer des entreprises culturelles, qu'elles soient rentables pour l'entrepreneur, mais aussi rentables pour la ville, pour la région qu'elle représente, et pour la diversité culturelle qui s'est faite. Donc je suis parti avec plein d'espoir, et la première année, j'ai perdu beaucoup d'argent, parce que tous les gens qui m'ont promis monts et merveilles n'ont pas suivi. Et j'étais dans une situation où j'arrête ou je continue. Est-ce que c'est un modèle qui peut être viable dans 5 ans, 10 ans? Et donc j'ai décidé de travailler une marque, Jazzablanca, comme une entreprise, comme une multinationale de frais, en développant des réseaux sur lesquels s'appuyer. On a changé le modèle économique, on était sur du jazz, aujourd'hui on est sur des musiques actuelles. On s'est concentré sur les leaders d'opinion, étant donné qu'on ne pouvait pas avoir de subvention publique. Il fallait que les leaders d'opinion, les sponsors, puissent suivre. Pour les ramener chez nous, on a décidé de créer des choses qui leur plaisaient. C'était un choix. Culturellement, ce n'était pas le meilleur choix, mais pour pouvoir développer de la culture, il fallait proposer des produits commerciaux qui permettent justement de s'appuyer sur une base solide pour pouvoir ensuite créer du contenu culturel, inviter des jeunes artistes, créer une scène publique qui propose autre chose que de la musique chavie et qui va proposer des musiques jazz et électro sur une scène publique à Casablanca sans espace VIP, parce qu'on a un modèle aussi où chaque scène au Maroc sur un festival public, ou en tout cas qui est coupé en deux avec des gens qui ont financé et leurs invités, et derrière le public marocain.
et souvent on leur propose des produits mainstream qui au final ne sont pas le but de festivals gratuits, à mon sens. À mon sens, il s'agit de développer des produits culturels pour susciter la curiosité des gens, aller sur ce que l'école ne propose pas, aller sur des choses qu'on ne rencontre pas tous les jours à la télé, qu'on ne va pas voir dans les mariages, enfin en tout cas écouter dans les mariages, puisqu'aujourd'hui je pense que c'est un chiffre que je vais lancer comme ça, parce que justement on a très peu d'études. On doit avoir 90% de la musique aujourd'hui marocaine qui est de la musique populaire, ce qu'on appelle le chadi chez nous, qui a été instauré il y a une trentaine d'années et encouragé par le ministère de l'Intérieur pendant des années. Et aujourd'hui, on s'est retrouvé avec une économie du mariage et des cabarets qui représentent la grande majorité de la culture au Maroc. Et de la culture musicale en tout cas au Maroc. Et très peu de place finalement pour la musique actuelle, très peu de place pour la créativité et l'originalité. Et donc les pouvoirs publics aujourd'hui, quand vous avez un ministère de la Culture, 75% de ces charges sont des charges de fonctionnement pour des théâtres qui sont aujourd'hui, on ne va pas dire inanimés, mais morts. Je pense que ce serait le mot le plus juste pour la grande majorité des théâtres. On a des grands théâtres qui sont en train d'être construits, le Grand Théâtre de Casa, le Grand Théâtre de Rabat, et on s'est rendu compte que, et les politiques aussi se sont rendus compte qu'il n'y a pas d'interlocuteur, personne ne sait comment gérer ces théâtres, personne ne sait, on n'a aucun savoir-faire local, ou en tout cas on a des savoir-faire locaux sur certaines choses, mais personne n'est capable de gérer un grand théâtre à l'image d'un théâtre de Sydney ou de Paris. On a peu de structures qui sont capables de le faire. Donc du coup, on va importer, pour un théâtre qui a coûté 140 millions d'euros à Casablanca, et je pense que c'était le budget initial, on doit être un peu plus, comme d'habitude, et donc 140 millions d'euros, aujourd'hui, ce n'est pas le budget de la ville sur les 10 prochaines années. Donc, on investit sur des murs et on n'est pas capable de former des gens qui puissent gérer ces théâtres et ces structures. On n'est pas capable d'avoir une création locale pour pouvoir animer 365 jours par an le théâtre de Casablanca ou de Rabat. Donc on va être obligé d'importer, des artistes étrangers, proposer des choses pour pouvoir créer ce théâtre. On a 18 théâtres à Casablanca qui sont pour la plupart fermés à la création, fermés à part aux politiques qui organisent des associations, qui poussent des associations de quartier à différentes choses, mais vous ne voyez pas de jeunes qui s'expriment dans les théâtres. Et donc on est dans une situation culturelle ou créative vraiment alarmante. Et je pense qu'aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on a créé Lambi, pour avoir des structures qui individuellement ne sont pas fortes, mais collectivement sont fortes. Aujourd'hui, dans Lambi, vous avez de la musique, du théâtre, des gens qui produisent différentes choses, des produits marocains, des produits étrangers, et qui sont capables, peut-être pas individuellement, mais collectivement, d'apporter un savoir-faire qui puisse gérer le théâtre de Casa, qui puisse au moins intervenir dans le choix des politiques publiques, qui puisse être un interlocuteur pour le ministère de la Culture, pour le ministère de l'Intérieur, pour les gens de la région. Sinon, ça va finir par être donné au groupe Lagardère ou un groupe étranger qui va être multinational et gérer et proposer du produit grand public mainstream occidental. C'est peut-être pas une mauvaise chose pour la ville, parce que finalement elle n'aura pas de poids financier, mais ça serait très triste pour le modèle qui renvoie. Et qu'est-ce que vous comptez proposer justement ? En fait, justement, c'est ça. À quel niveau vous allez... C'est ce que je vous disais, c'est que l'association et la fédération sont très jeunes. Nous n'avons même pas encore communiqué publiquement, c'est la première sortie de Lambi, on va dire. Il y a des communiqués qui sont en train d'être préparés, etc. Et surtout un plan d'action, aussi bien au niveau de l'Ambi que de la fédération, avec justement, vu qu'on manque d'études, des études d'impact, de ce que ça pourrait être un plan Maroc Culture d'ici 5 ans, puisqu'on est très fort dans les plans, sauf pour la culture. Donc on a un plan agriculture, on a un plan tourisme, on a un plan sur tout un tas de domaines. Pour la culture, c'est pas très grave pour eux. Donc
Ça, il faut qu'on le change. On est persuadé qu'on peut créer énormément d'emplois en structurant, en changeant le mode de gouvernance, parce qu'il y a des choses qui existent, il y a des financements qui existent, mais aujourd'hui ils sont mal optimisés. Et je pense qu'on peut créer énormément d'emplois, mais aussi énormément de liens sociaux, on peut créer énormément de stabilité, parce qu'on est tous dans une période où on doute de nos jeunes, on doute de nos valeurs, on doute de tout, et qu'en ayant une politique culturelle différente, ou en tout cas mieux optimisée, puisque le FMI aujourd'hui nous donne des orientations, je pense que ce même FMI est en train d'optimiser les politiques publiques marocaines, et qu'on peut faire la même chose dans la culture, mais pour un bien collectif important. Et surtout pour une jeunesse beaucoup plus riche. Je suis désolé, je n'ai pas préparé, donc je parle comme les idées me viennent. L'état des lieux. Et je pense que d'ici 2019, c'est-à-dire que pour la prochaine loi de finances, on veut arriver avec des outils forts. On veut arriver avec l'AMVI dès début 2019, proposer un plan d'action à la ville pour la gestion du théâtre, proposer des pistes de programmation, des pistes de gestion. Après, sous quelle forme ça sera géré, c'est pas le plus important. L'essentiel, c'est juste le contenu, qu'est-ce qui sera, et comment faire quelque chose qui puisse générer de la créativité et de l'intérêt pour le public. Je crois que je vais m'arrêter là. Je voulais justement donc m'adresser à mon voisin qui nous a rejoint, Mounzara, mais on va le dire pour la postérité. Mohamed Mounzara, de Maroc Live. Est-ce que vous aviez entendu parler de cette initiative d'ailleurs, et par ailleurs, voilà, de l'initiative de cette coopérative, de cette l'AMVI. Non, pas du tout en fait. Voilà. Ça va venir, ça n'a pas été communiqué encore, et j'aimerais un peu que vous nous disiez de quelle manière vous présentez votre activité déjà de Maroc Live, pourquoi vous l'avez montée, qu'est-ce que vous visez au juste, et quelles difficultés peut-être vous rencontrez. Ok, donc vous êtes. Merci de me présenter. Donc, je m'appelle Mohamed Mounzara, je suis directeur d'une agence qui s'appelle Maroc Live. Donc, on a 3 principaux secteurs d'activité. Le premier, c'est donc une école de musique qui est située à Casablanca, qui s'appelle Coda. Ensuite, on a donc dans les mêmes locaux un studio d'enregistrement dans lequel on fait beaucoup d'enregistrements musicaux, de la production, beaucoup de post-production aussi. Et puis, en dernier lieu, nous avons un volet événementiel donc, qui fait de la programmation, de la direction artistique, du booking. On accompagne beaucoup d'événements, on a entre autres collaboré avec Casablanca, mais aussi avec les festivals, mais surtout on est plus axé sur le secteur corporel, donc les agences de communication et tout ce qui touche un peu au volet corporel, donc pour accompagner leurs événements en termes de programmation. Moi, j'ai quitté le Maroc au début des années 2000, je suis passé par l'Europe, puis je suis resté longtemps aux États-Unis, j'ai eu beaucoup de chance de rentrer en 2012 et de voir que les choses avaient beaucoup changé au Maroc, les choses avaient bien bougé. C'est d'ailleurs pourquoi je suis resté, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de festivals, qu'il y avait pas mal de budgets, peut-être pas mal d'associations, dans l'administration publique, mais en tout cas dans le privé, il y avait un vrai désir, les gens veulent plus faire la fête tout simplement, il y a plus d'argent dans ça, ils veulent se divertir avec la musique. Et donc, entre-temps, il y avait une structure qui s'appelle le Boultec, qui avait ouvert, qui offre une espèce de répétition pour les jeunes. Donc, ça bougeait comme ça à Casablanca. Et moi, l'idée m'est venue, comme encore une fois, j'ai eu beaucoup de chance, décidément, d'avoir eu des parents qui m'ont soutenu dans mon choix d'aller étudier la musique à l'étranger. Chose que, même aujourd'hui, je pense que c'est vrai ailleurs, mais encore plus au Maroc. Quand on dit à ses parents qu'on va aller étudier la musique, c'est un peu compliqué. De convaincre, ils sont là pour faire la médecine ou préparer le droit. Donc mon idée aussi en faisant l'école, c'était de montrer aux jeunes que non seulement le volet, on va dire, théorique et pratique et le volet performance, mais aussi dans le volet tout ce qui est donc, les métiers qu'offre la musique, comme justement la production, la direction artistique, le management, etc. C'était possible, donc offrir
aux jeunes, leur donner la possibilité de croire en eux et de voir qu'il y a d'autres débouchés, mis à part le fait de faire de la guitare dans un cabaret ou des choses comme ça. Donc j'ai créé l'école de musique dans cette optique-là. On avait une vraie mission pédagogique qui était justement étant une structure privée, donc nous ne bénéficions pas du soutien étatique entre guillemets, on a fait les choses nous-mêmes. Donc au début on était obligé de s'inscrire dans une optique de, entre guillemets, école de loisirs, dans le sens où les jeunes viennent pour 1 à 2 heures de cours par semaine, ce qui est, à mon avis, c'est relativement suffisant parce qu'on leur dit toujours que bon, avec 1 heure d'instrument, vous devez jouer au moins 1 heure ou 2 heures par jour chez vous. Bon, après, c'est plus difficile, c'est plus facile à dire qu'à faire. On se retrouve avec des jeunes qui ne pratiquent pas beaucoup l'instrument chez eux et qui donc forcément progressent lentement. Mais l'idée au fur et à mesure, c'était de développer vraiment un cursus diplômant pour pouvoir accueillir ces jeunes et leur offrir un programme à l'image de ce qui se fait en Europe, dans les conservatoires ou aux États-Unis, dans le secteur public comme le lycée et l'université, pour offrir un diplôme. C'est pour ça aussi qu'on a développé des partenariats, notamment avec un label de jazz américain qui s'appelle Jazz Legacy Productions, qui est dirigé par un monsieur qui s'appelle John Lee, qui est un bassiste de formation et qui gère aussi l'orchestre d'un grand musicien de jazz qui est décédé il y a plus de 15 ans maintenant, qui s'appelle Dizzy Gillespie. Donc après sa mort, il a repris l'orchestre, il s'appelle maintenant le Dizzy Gillespie All Stars Big Band, qui est un orchestre composé des plus grands musiciens de jazz actuellement dans la scène new-yorkaise, aux États-Unis en général, qui font des tournées dans toute la planète. Donc on a eu l'occasion d'accueillir chez nous à l'école pour un masterclass, pour expliquer un petit peu aux jeunes comment ça se passe pour un musicien de jazz au XXIe siècle, et aussi pour parler de l'activité de son label, etc. Et donc l'idée en développant ce partenariat, c'était de pouvoir bénéficier justement des nouvelles pépites qui vont signer dans ce label et de pouvoir les faire venir dans un futur relativement proche au Maroc pour faire profiter la scène locale aussi, toujours dans l'optique de diversifier, de ne pas rester dans les musiques qu'on a l'habitude d'écouter ou qu'on a l'habitude de voir performer. Pour moi, c'était vraiment par amour pour le jazz tout simplement, et puis juste parce que je crois vraiment en ce projet-là. Donc j'ai développé ce partenariat avec John Lee. On a aussi développé un partenariat avec un équipementier de percussion brésilienne qui s'appelle Contemporânea, qui est le leader mondial en fabrication d'instruments de samba. Donc ça aussi, ça m'est venu de l'amour que j'ai pour le style musical qui est la samba, qui est originaire du Brésil. Donc Rio, Bahia et São Paulo. Donc on a développé un partenariat avec Contemporânea qui nous a envoyé des instruments dans le cadre justement de pouvoir enseigner aux jeunes marocains qui veulent bien s'inscrire et apprendre les arts de la batucada et de la samba brésilienne. Donc cette batucada, maintenant, ça fait 3-4 ans qu'on est en train de la former. Je ne sais pas si vous êtes un peu familier, mais avec cette discipline, mais au Brésil, les batucada, il y a 150 ou 200 percussionnistes qui défilent le jour de carnaval avec un groupe de musique. Là, on n'en est pas encore là, on en a 20 ou 25, ce qui est déjà pas mal. On essaie d'encourager un maximum de participants. Et voilà, donc l'école a fait son petit bonhomme de chemin, et de plus en plus, j'ai beaucoup de gens qui m'appellent pour me demander, voilà, est-ce que vous connaisseriez pas un groupe, ou vous ne connaissez pas des artistes qui peuvent venir animer tel événement. Donc l'idée m'est venue de créer donc, le label Maroc Live, où ce serait une plateforme de direction artistique, d'accompagnement de tout type d'événements, donc au début à Casablanca, mais de plus en plus à Marrakech, Rabat, Tétouan, Tanger. Et maintenant, on s'inscrit vraiment dans cette optique de direction artistique, on va dire, de faire part de notre savoir-faire et faire bénéficier nos clients, entre guillemets, de notre entre guillemets, ce qu'on aime le plus, c'est être au contact de l'artiste et proposer un plateau intéressant, des choses qui ne sont pas forcément beaucoup vues au Maroc. Et puis voilà. Oui, bien sûr, allez-y. Justement, au niveau de votre modèle économique, enfin de votre rentabilité, on va dire, oui. Vous en êtes où au jour d'aujourd'hui? Alors, écoutez, ça va, je vous remercie. mais oui, c'est vrai qu'après, si j'avais compté juste sur un secteur, peut-être que ça n'aurait pas été top, on va dire. Là, j'ai la chance de puiser mes revenus dans 3 activités différentes, et aussi le studio que je n'ai pas beaucoup évoqué. Mais on va dire que l'événementiel est l'activité qui sollicite le plus de moyens humains et financiers, où il y a aussi des retours beaucoup plus rapides. Après, l'école, c'était plus un investissement à vraiment long terme. On a mis 4-5 ans à mettre sur pied, maintenant on commence vraiment à récolter les fruits
notre travail et dû justement à notre mission pédagogique, on commence à vraiment avoir des pépites, des élèves intéressants dont les parents ne sont pas aussi obtus que d'habitude et qui veulent bien soutenir leurs enfants, les emmener faire des stages en été à l'étranger et les envoyer faire des études de musique à l'étranger. Donc après, bon, l'école, c'est un modèle qui reste plus ou moins figé, parce qu'on a une capacité maximale, on ne peut pas passer de 200 à 2000 élèves d'une année à l'autre. Donc après, bon, l'événementiel, c'est un secteur qui grandit de plus en plus, et grâce à ça, on arrive justement à continuer à financer des activités qui rapportent moins d'argent, comme le studio par exemple, où au Maroc, malheureusement, on n'est pas dans un schéma, d'ailleurs dans tout le monde maintenant, comme disait monsieur je ne vais pas écorcher son nom, monsieur Oussousatabou, voilà. On est au XXIe siècle et tout le monde maintenant, il suffit d'avoir un MacBook Pro, une bonne carte son pour enregistrer un album, ce qui est très bien, je n'ai rien contre ça. Et après, il y a aussi d'autres possibilités, vous pouvez venir, notamment dans des styles de musique comme on va dire le jazz ou le blues ou des musiques un peu comme ça, où il est très important de ce qu'on appelle faire des prises live, ça veut dire avoir l'avantage d'avoir tous les musiciens dans la même pièce pour pouvoir justement garder cette chaleur qui s'entend dans un enregistrement, ce qui n'est pas la même chose que d'enregistrer piste par piste avec une carte son. En jazz, vous n'allez jamais voir ça. Donc moi, l'idée en construisant ce studio, c'était d'avoir un grand espace, une grande salle d'enregistrement pour pouvoir faire du live justement et avoir cette chaleur dans l'enregistrement. Mais bon, la réalité est telle qu'on ne fait pas beaucoup d'enregistrements musicaux, c'est-à-dire que le gros du gros ça va être la post-production, surtout beaucoup de travail, beaucoup de mixage, de sound design et de voix off pour la radio. Et puis les projets musicaux, ça va être rarement que les gens viennent vers nous, sinon c'est nous qui allons vers les gens, plutôt ça va être la production. Là cette année on a repéré 2 artistes qu'on est en train de lancer, une jeune artiste marocaine qui s'appelle Sonia Nour, qui a fait la Nouvelle Star l'année dernière en France, et j'ai décidé donc de produire son EP qu'on vient de lancer là. Elle commence à faire des radios là, et des télés pour parler de son projet, donc je l'ai fait entouré de musiciens professionnels, et on a travaillé sur une direction artistique, la composition, les arrangements, l'instrumentation, et là on commence à tourner avec ce projet-là. Et il y a aussi un projet avec une jeune artiste qui s'appelle Asma Hamzaoui, qui est une Gnaouia, donc ce qui est rare au Maroc, parce que le Gnawa est un style de musique qui était avant exclusivement réservé aux hommes. Et ben, c'est une dame qui a 19 ans, 20 ans maintenant, et qui a appris au cheveu de son père, qui est un grand maître de Gnawa, qui a une troupe qui s'appelle Benat Timbuktu. Donc elles sont 7 filles. Il y a une chanteuse qui joue les numéros et les 6 autres sont des choristes et elles jouent le kharatoum, donc elles l'accompagnent. Moi j'ai trouvé ça très intéressant en termes de sonorité, donc j'ai décidé de produire leur album. Donc ça c'est en cours, et puis il y a déjà une vidéo qui est disponible sur YouTube, mais leur album viendra très bientôt. Voilà. J'ai eu l'occasion de les écouter et d'acheter un album à Essaouira, en fait, dans la rue, mais justement, il n'était pas bien produit, alors qu'en live, c'était pas le vôtre, je ne sais pas, mais il y a du travail à faire et c'est un bon travail. Je vais aller donc vers vous, monsieur, c'est monsieur Saïd Alamri, en fait. Parce que dans ce secteur, enfin, l'importance de ce secteur des industries culturelles et créatives au jour d'aujourd'hui, d'un jour de mondialisation de l'économie, des communications et de la culture, et dans la révolution numérique qu'on est en train de vivre, il y a une réorientation des formes de production. On est plus vers une économie de services et d'innovation aujourd'hui. Et je pense que donc, du coup, le rôle de ces industries-là va croître forcément, et le poids aussi, puisque la matière première, c'est bien la capacité à imaginer et à innover, et dans ce domaine-là. Donc j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de votre initiative. On devait recevoir à l'origine monsieur Damien Drossa, qui est directeur du développement et stratégie de Smart Bee en Belgique, qui est en fait vous me corrigerez, mais une coopérative d'utilisateurs, d'entrepreneurs autonomes
qui regroupe aujourd'hui quand même 85 000 utilisateurs, d'après ce que j'ai pu lire, en Belgique, mais aussi dans 9 pays européens, notamment en France, en Italie, en Espagne, en Allemagne, en Suède, en Autriche, en Hongrie, voilà. Et en Allemagne, moi j'ai dit l'Allemagne, voilà. J'ai vu qu'il y a 85 000 utilisateurs, mais 120 000 professionnels. Alors, vous allez nous expliquer un peu le fonctionnement. Et voilà, et comment vous-même, du coup, qui êtes adhérent apparemment aussi à SmartVie, avez créé votre propre structure. Bonjour. Alors d'abord, je vais me présenter, c'est Saïd Rambi. Je suis marocain qui a fait ses études au Maroc. Après, je suis parti en France en 2001 pour les études. Et après, j'ai découvert en France une démarche que je trouve très, très intéressante pour surtout résoudre tous les problèmes relatifs à l'informel. Et que le Maroc, malheureusement, l'informel, c'est une problématique fondamentale parce qu'on a plus de 1,5 million d'unités de production d'entreprises qui sont dans l'informel. On a à peu près deux tiers de la population qui sont dans l'informel, qui n'ont ni protection sociale, donc ils sont en marge des politiques publiques. Je suis parti en France en 2001 et j'ai découvert cette démarche, la démarche qu'on appelle la démarche des coopératives d'activité d'emploi. C'est quoi? C'est une structure qui intègre des activités différentes, mais tout le monde mutualise le même outil de travail. C'est-à-dire, il y a le même service administratif, il y a la même comptabilité, il y a surtout un seul statut juridique pour un collectif d'entrepreneurs. C'est vrai, aujourd'hui, la question, c'est surtout le secteur culturel. Donc c'est une démarche généraliste, mais qu'on peut adapter facilement au secteur culturel. Et d'ailleurs, Smart, au début, pour revenir à Smart, c'est vrai, aujourd'hui, c'est la plus grande coopérative d'activité d'emploi au monde. Au début, c'était une structure dédiée au métier de l'art. Donc d'ailleurs, Smart, c'est Société Mutuelle Artistique. Donc c'était une association au début. Et après, ils étaient inspirés de cette démarche française, la démarche des CAE, pour se transformer en coopérative à partir du 1er janvier 2017. Donc on peut dire aujourd'hui, Smart, c'est la plus grande coopérative des entrepreneurs autonomes au monde. Donc ils font à peu près 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est une équipe de 300 permanents. Ils mutualisent des locaux. Ils ont par exemple, là je pense à d'autres qui viennent de Belgique, ils ont un espace mutualisé de travail de 6000 m². Donc c'est des ateliers mutualisés dédiés surtout aux artistes. Donc pour revenir à la démarche des coopératives d'activité d'emploi a commencé en France en 95, donc au début des années 90, Raymond Barre à l'époque, il demandait aux jeunes, vous ne trouvez pas d'emploi, donc allez créer-le. Sauf qu'il y avait beaucoup de jeunes qui ont des talents, des métiers, des savoir-faire, mais ils ne sont pas forcément entrepreneurs, c'est-à-dire ils savent produire, mais ils ne savent ni gérer, ni vendre. Et ils n'ont même pas cette vocation de devenir chef d'entreprise. Donc il y a beaucoup de gens qui veulent travailler de leur savoir-faire, et c'est tout. Donc ils n'ont pas envie de créer une société, etc. Donc à l'époque, il y avait la dame qui a créé cette démarche au 95, Elisabeth Vost. Donc ils ont dit il faut innover. Donc il faut partir du besoin voilà, sur le terrain et réfléchir à des solutions. Et peut-être à des solutions alternatives et sortir du modèle classique de l'entrepreneuriat. Parce que malheureusement, aujourd'hui, ce qu'on propose aux entrepreneurs et aux créateurs, une seule façon de faire, c'est l'entreprise libérale, inspirée du système capitaliste. Donc il faut créer une société, et il y a un lien de subordination entre l'employeur et l'employé, etc. Donc à l'époque, Elisabeth Vost et ses collègues, ils ont dit pourquoi pas créer un outil qui sera mutualisé par un collectif de créateurs, et la gouvernance de cet outil elle sera démocratique. C'est pour ça qu'ils ont opté pour le statut de coopérative. Parce que coopérative,
donc quand on dit coopérative, on dit économie sociale et solidaire, et parmi vraiment les principes de l'économie sociale et solidaire, c'est la gouvernance démocratique. C'est-à-dire que tout le monde participe à la gouvernance de la structure. Dans une entreprise libérale, on a un pouvoir, où en fait on a un nombre de votes en fonction des parts, en fonction des parts dans le capital. Si on a par exemple, je sais pas, 100% du capital, c'est-à-dire on a 100% du pouvoir, même si on est 1000 ou plus salariés dans l'entreprise. Donc c'est pas démocratique. Donc la coopérative, non. Donc on a le principe de la gouvernance démocratique, c'est une personne est égale une voix. C'est pour ça qu'on a opté pour le statut coopératif au début de la démarche. Donc cette démarche, il a beaucoup évolué depuis 1995 jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, l'État français a reconnu juridiquement ce statut, donc le statut des CAE. Donc si on regarde le droit français, donc il y a le statut CAE, coopératif d'activité d'emploi, donc il y a un principe de règles, de techniques de fonctionnement, etc. La plus emblématique en France, c'est Copalin, qui est créé en 2004. Aujourd'hui, ils font à peu près 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, une équipe de 30 permanents, et ils gèrent un millier d'activités. Et bien évidemment, la plus importante, c'est Smart aujourd'hui, qui était inspiré de ce qui se passe en France, et 120 000 effectivement adhérents aujourd'hui dans le monde. Alors comment ça marche? C'est-à-dire le créateur, il arrive, et il signe une convention d'accompagnement avec la structure, et en même temps, il a une double casquette, c'est-à-dire il est autonome dans l'exercice de son activité, c'est ça qui lui donne la qualité de créateur ou d'entrepreneur, et juridiquement, il devient salarié de la structure. Donc on a créé un nouveau statut qui est le statut d'entrepreneur salarié, on peut dire créateur salarié si on peut parler des métiers de l'art. Donc l'entrepreneur salarié, juridiquement, il est salarié, mais économiquement, il est autonome dans l'exercice de son activité. C'est à lui d'aller trouver ses clients, il a sa propre marque, il a son site internet, etc. Et quand il commence, et le but aussi, c'est de sécuriser l'activité du créateur. C'est-à-dire qu'il est accompagné, d'abord il sort de son isolement, il est plus isolé, il intègre un réseau, un collectif. Il est accompagné individuellement et collectivement. Il est attaché directement à un chargé d'accompagnement qui le suit dans la gestion de son activité, parce que, comme je disais tout à l'heure, il sait forcément peut-être produire, mais il ne sait pas gérer et vendre. Il est attaché directement à un chargé d'accompagnement qui organise des rendez-vous réguliers avec lui, une fois par 2 semaines ou par mois, etc., en fonction de l'activité, et qui regarde l'évolution économique de l'activité. Et en même temps, on assure des ateliers de formation en interne, des ateliers collectifs, donc tous les volets liés à l'entrepreneuriat, la création d'activités en général, le marketing, la facturation, la comptabilité, etc. Et dès qu'il commence à facturer, donc c'est la structure qui envoie les factures, lui il n'a pas de statut juridique, le créateur n'a pas de statut juridique, il y a un seul statut juridique pour le collectif, et quand il commence à facturer, on transforme cette trésorerie, c'est-à-dire son chiffre d'affaires, en salaire. Et le salaire, il est indexé par rapport à chaque activité. Et en interne, on a une comptabilité individuelle. Donc on a un système informatique très sophistiqué. D'ailleurs, Smart, c'est ça leur point fort en fait. Ils ont investi dans l'informatique. Aujourd'hui, ils ont une équipe informatique d'une 30aine de développeurs. Et leur travail quotidien, c'est vraiment comment automatiser l'accompagnement, comment mettre en place des outils sophistiqués pour les développeurs qui leur permettent d'avoir une autonomie sans besoin forcément de créer quoi que ce soit. Donc on a une comptabilité analytique individuelle, c'est-à-dire on peut avoir une idée de la trésorerie de chaque activité en temps réel, c'est-à-dire si j'ouvre par exemple aujourd'hui mon PC, je peux dire le créateur ou le développeur X, il a tant de trésorerie, c'est-à-dire on peut payer un salaire jusqu'à 3 mois, 4 mois en fonction du niveau de son salaire. Donc on a inventé un nouveau statut. Aujourd'hui au Maroc, on est en train de travailler pour... on est inspiré aussi de ce qui se passe en France et en Belgique pour créer une démarche marocaine
d'entreprises partagées. Donc on a inauguré le 29 mars dernier à El Jadida la première entreprise partagée au Maroc, qui est la CES, Coopérative des entrepreneurs solidaires. Et l'idée, c'est vraiment de créer un outil mutualisé par un collectif d'entrepreneurs sans qu'ils auront l'obligation de créer une structure à part pour développer des activités économiques. C'est vrai, on a rencontré beaucoup de difficultés au début, liées au financement, liées aux mobilisations des partenaires, liées aussi aux politiques, parce qu'on parle d'un nouveau statut qui est l'entrepreneur salarié, comme si on parle ici au Maroc de quelque chose qui est impossible selon les interlocuteurs qu'on a rencontrés au début. Donc on est au Maroc depuis 2014, on a fait beaucoup de lobbying, beaucoup de rencontres avec des partenaires, avec les institutionnels, etc. Et aujourd'hui, on a créé la première entreprise partagée au Maroc, qui est El Jadida. Donc on a une vingtaine d'entrepreneurs aujourd'hui. Et je pense que l'outil des coopératives d'activité d'emploi peut être vraiment un outil adapté au secteur culturel. C'est parce que voilà, on sait qu'il y a beaucoup de problèmes aussi liés vraiment aux créateurs et aux gens de la culture ici au Maroc, qui sont dans la majorité dans l'informel aussi. Donc on peut vraiment créer une structure collective, mutualisée par des artistes, par des créateurs, etc. Et vraiment, le rôle de cet outil, c'est d'accompagner ces créateurs et sécuriser leur travail. Le sécuriser par la protection sociale et pas l'accompagnement à côté. Donc voilà, en bref, j'essaie de provoquer un petit peu la réflexion. Après, voilà, si vous avez des questions. On va d'ailleurs passer aux questions bientôt, mais la question c'était, est-ce qu'il y a un accompagnement économique aussi? L'accompagnement, c'est surtout économique. C'est-à-dire un apport éventuel économique? L'accompagnement, c'est surtout économique, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, le créateur essaie de produire, mais c'est ni gérer, ni vendre. Il y a des créateurs. J'ai bien compris, mais c'est-à-dire que des fois on a besoin d'un prêt, on a besoin d'un apport financier pour lancer une activité. Est-ce qu'à ce niveau-là, il y a aussi une application ou un dispositif qui existe? C'est pas. En fait, dans la mutualisation, il y a beaucoup d'atouts, il y a beaucoup d'avantages. Par exemple, à Smart, qui sont 120 000, il y a un grand nombre de créateurs qui ont une trésorerie positive. Il y a d'autres créateurs qui ont le besoin de trésorerie. Donc on utilise l'excédent de trésorerie positive pour financer les besoins de trésorerie chez les autres entrepreneurs. Les Smart, ils ont mis en place un fonds de garantie. Voilà. C'est-à-dire, quelle que soit ton activité, tu es payé après une semaine. Tu factures. Donc on a mis en place une semaine pour tout ce qui est administratif, etc. Et tu es payé automatiquement sans besoin d'attendre le client, etc. Des fois ça prend 2 mois, 3 mois, c'est compliqué. Donc chez Smart, il n'y a pas de délai d'attente, donc on est payé tout de suite. Donc dans la mutualisation, il y a beaucoup d'avantages et on peut avancer de la trésorerie aussi. Et Copanam en 2015, ils ont fait, pas Copanam, excuse-moi, Smart, ils ont fait un résultat positif de 3 millions d'euros. C'est-à-dire qu'ils ont besoin ni de subvention, ni rien du tout, ils sont autonomes et ça leur donne même un poids politique au niveau de la Belgique aujourd'hui. C'est ça. Voilà, c'est non négligeable. Je crois que je vais rejoindre Smart en tant que productrice de spectacle ayant monté son entreprise dans les règles de l'art, c'est-à-dire gérant non salarié depuis 10 ans. Je m'interroge. En France, c'est encore un autre contexte. Voilà. Je voulais dire un petit. Pardon ? Ça existe en France. Oui, tout à fait, mais bon, c'est un statut. C'est vrai que du coup, le fait d'être entrepreneur de spectacle en France, d'avoir une société et d'en être responsable, voilà, la couverture sociale existe, même s'il y a des dispositifs, c'est très compliqué en matière de trésorerie. Mais bon, moi je voulais que ça colle à la réalité pour pouvoir me battre, donc voilà, c'est ça. J'avais une petite question là qui m'a échappé du coup. Non, c'est pas du tout ça. Oui, je voulais dire un mot, en fait, je suis là aussi en tant que membre du conseil d'administration du réseau Zone Franche, où Daniel Lieu, d'ailleurs, était également membre.
et qui est un réseau qui est présent ici sur le salon, qui est un réseau de 150 structures, festivals, producteurs, artistes, médias. Et on a fait un travail assez considérable ces derniers mois, en fait, ou même années depuis les élections, parce que ce qu'on défend, nous, en tant que réseau qui est dédié aux musiques du monde, entre guillemets, pour moi, mais c'est vraiment la défense et de nos particularités dans le secteur de petites, moyennes, mais plutôt plus petites entreprises, et la défense des valeurs, de l'éthique qui va avec dans les métiers que nous, en tous les cas, et les artistes qu'on défend. Donc moi, je vous invite à rejoindre Zone Franche, à aller au moins les rencontrer si vous ne les connaissez pas, parce que dans cet esprit de mutualisation, de solidarité au jour d'aujourd'hui, où il y a vraiment, je pense aussi, urgence dans le contexte économique et même politique dans lequel on est, il est important en fait de se mutualiser, ou au moins d'être ensemble, de savoir ce que fait l'autre en tous les cas. Et je pense que ça sera de plus en plus important. Pour ma part, en tant que productrice de spectacles et de disques, je défends des artistes d'origine maghrébine, pour la plupart, en France, ou syrienne d'ailleurs. Et on rencontre des difficultés de plusieurs ordres en fait dans notre activité, dont aussi un passé qui ne passe pas, dont aussi une vision de ce qu'est la musique maghrébine, une méconnaissance de la musique algérienne particulièrement, et également un manque de considération en fait pour ces cultures, alors qu'il y a une forte population qui est là, qui existe, qui est en demande, mais très peu de programmateurs en programme, très peu de radios en passe. Je dirais une vraie disproportion entre la demande, entre même la créativité et la diffusion. C'est aussi un espace où il faut qu'on sensibilise énormément. Ça rejoint tout à fait cette lutte pour la défense que vous menez au Kenya, par exemple, la défense de l'identité culturelle et des identités culturelles et de garder des traces et de pouvoir les promouvoir. C'est qu'au jour d'aujourd'hui, on est tous noyés dans énormément d'infos et qu'en fait, de plus en plus, en tous les cas, les programmateurs de musique du monde, j'ai l'impression qu'en face, on a vraiment une énorme méconnaissance. Plus il y a de matière, plus finalement on a du mal à avoir des gens qui sont compétents, qui reconnaissent, qui connaissent et qui ne vont pas dans une logique mainstream de programmer juste tous les mêmes artistes finalement, qui ont une certaine image avant tout. Même s'ils proviennent d'Afrique, c'est avant tout sur l'image, la force de communication, plus que parfois sur la qualité artistique ou l'originalité du projet. Donc j'ai l'impression que de plus en plus on se retrouve noyé en fait à vouloir défendre des esthétiques et qu'on est seul à essayer de les promouvoir face à en fait face à un système qui broie plutôt ça, c'est pour être négatif. Par ailleurs, je pense qu'on a énormément de force en même temps parce qu'on propose un contenu qui est un contenu de niche. C'est des niches, c'est des choses très spéciales avec justement du contenu, une valeur ajoutée médiatique par rapport à ça pour les médias, et que si on tient dans ce monde-là, dans 10-15 ans, il y aura un retour à ça, une demande pour justement ces particularités, ces esthétiques qui viennent de loin et qui savent s'adapter à la réalité d'aujourd'hui. Donc bon, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose, parce qu'on a été rejoint aussi, en fait, j'aimerais bien que tu es avec nous à table, par Cyril, qui était la claque, c'est ça, qui a monté la claque en fait, et j'aimerais que tu lui dises un mot, et après on pourra passer la parole à vous. Bonjour, donc je suis Cyril Foucault, moi j'ai monté une société de production ici au Maroc il y a bientôt 3 ans. Je suis français, je suis arrivé au Maroc il y a 5 ans, où j'ai travaillé au départ à l'Institut français du Maroc pendant 2 ans. À la fin de mon contrat, voilà, la vie a fait, les choix de vie ont fait que je me voyais bien rester au Maroc, la rencontre de ma femme notamment, et puis en même temps un contexte qui faisait que j'ai été encouragé à créer une société comme ça, parce qu'en France, avant de venir au Maroc, je travaillais déjà dans le secteur de la musique.
J'avais notamment rencontré Brahim à ce moment-là, qui est en train de monter la première édition de Visa for Music. Donc voilà, tout ça crée un contexte qui faisait que c'était pertinent de monter ce genre de société. J'ai eu la chance aussi au lancement de pouvoir collaborer avec mes anciens collègues de l'Institut français du Maroc qui m'ont fait confiance pour monter certains projets musicaux de leur saison en 2015. Ce qui a permis de nous créer déjà un petit peu de background, des projets, et voilà, à la suite de ça, donc on a eu la volonté évidemment de produire nos propres concerts. C'est là que les difficultés commencent un petit peu, parce que je vais être un petit peu redondant avec ce que disait Moulay, un ami de Jazzablanca, et d'ailleurs c'est peut-être pas étonnant qu'on collabore maintenant ensemble, parce que j'avais un peu le même constat il faut que ce soit des sociétés de production et pas seulement des associations qui montent des festivals, qui produisent des concerts. Mais dans la recherche de financement, ça se complique par rapport aux institutions notamment, qui parfois ont comme critère d'aider seulement des associations et non des sociétés. Alors que, voilà, je vais reprendre le discours de Moulay, aussi une société, ça crée de l'emploi, ça crée de la richesse. Et c'est légitime d'en travailler, d'en vivre et de gagner de l'argent aussi en faisant ça, c'est un métier. Et donc voilà, ça a été assez compliqué, on a pu monter quelques concerts sur lesquels, bien qu'on ait eu un succès public, voilà, tout relatif, mais à l'échelle de nos concerts, des belles jauges, des beaux concerts qui sont bien passés, un encouragement du public. On a laissé un petit peu d'argent quand même, mais la dynamique était là. Et puis au final, j'ai rencontré Moulay début 2016. Et nous avons fait 2 éditions de Jazzablanca ensemble maintenant, et nous collaborons étroitement. Donc voilà, je pense que c'est pas étonnant que je me sois retrouvé dans son discours, alors qu'on ne se connaissait pas. Donc on avait à peu près la même vision au départ. Voilà ce que je Je réfléchis sur l'urgence en fait là actuellement de ce qu'on pourrait faire en étant ici aussi à Visa for Music, qui est quand même avant tout, je pense, voilà, tu parlais de Brahim qui avait lancé cette initiative qui est quand même une initiative assez formidable, qui en est à sa 4e édition, mais non sans difficulté finalement, de reconnaissance de la part peut-être des politiques, de l'importance de cette manifestation. Moi je suis venu les 2 premières années, et pas l'année dernière, mais cette année encore, mais je trouve quand même assez formidable. Je vais au Woumex, je retrouve des gens qui viennent ici au Maroc, à Rabat, du monde entier, et beaucoup d'Afrique justement, qu'on n'a pas la chance de voir nécessairement au Woumex. C'est quand même une manifestation très très riche. Et il faudrait que justement en son sein se passe des avancées, voilà, qu'on ne fasse pas que se rencontrer comme ça, mais qu'on puisse vraiment acter peut-être certaines choses. Je dis ça, je dis rien, comme ils disent, mais je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à comment pouvoir aller de l'avant en s'unissant autour de valeurs, d'idées, et donner peut-être aussi ainsi plus de poids à cette manifestation qui doit perdurer. Visa for Music, voilà, entre autres. Donc maintenant, je vais arrêter de parler. Et peut-être que vous avez des questions, ou même des remarques, ou des partages d'expériences, parce qu'on n'a forcément pas abordé tous les aspects de ce qu'on souhaitait aborder aujourd'hui, notamment comment on peut influer sur les politiques publiques plus fortement. On a abordé ça un petit peu, mais voilà. Je pense que peut-être que vous avez quelque chose à rajouter, puisque vous avez ouvert la discussion, donc peut-être que ce serait intéressant que vous rebondissiez aussi sur la fin de cette discussion. Lord Phil, I just want to reflect on the first question you asked me about what contribution does the creative economy add to Kenya's GDP. I checked an old research some years back, and Kenya's GDP is about 69.977 billion,
and out of that, 5.3 was from the economic industry. But I believe that is before they had a proper policy. So if they have a proper policy, national policy, I'm sure it should be over 7.something% of Kenya's GDP. So that's what I can add now. Probably without exaggerating, it could be 10%. Which is huge. Yeah. Je voulais juste rajouter une chose. Vas-y. C'est juste un point sur lequel tout à l'heure, M. Mjara, on n'était pas au courant de la création de l'ANVI ni de la fédération. Et c'est un point important parce que, en fait, à chaque fois qu'on a essayé de créer des grandes structures où tout le monde adhérait, finalement ça n'aboutissait jamais. Donc on a essayé de créer quelque chose qui allait exister tout de suite, puisque c'est urgent de créer un statut et d'ouvrir les portes tout de suite, c'est-à-dire que évidemment tous les acteurs, tous les entrepreneurs sont les bienvenus dans l'ANVI, et ensuite tous les corps de métier sont les bienvenus dans les fédérations des industries culturelles, à condition qu'ils soient réunis en tant qu'association. Par exemple, pour la filière musique dans la fédération des industries culturelles, c'est juste une catastrophe. On a essayé de voir les différents métiers de la filière musique, il n'y a aucune association, ou alors elles ne sont pas assez représentatives, ou en tout cas on ne les connaît pas, mais vous n'avez pas ou très peu d'associations des musiciens, d'associations des gens de la musique, des associations des producteurs, des associations de DJ, je sais pas, il y a 100 000 associations possibles, et donc du coup, c'est vraiment que des individus qui essayent de faire quelque chose. Et quand tu parlais tout à l'heure de quelque chose qu'on pourrait faire aujourd'hui, c'est vraiment pousser les gens à venir adhérer à ces associations, ces fédérations, et s'organiser. Parce que la seule façon pour que les politiques culturelles nous écoutent, c'est d'être nombreux, de représenter, d'avoir un poids, et individuellement, on n'aura jamais. Et individuellement, ils pourront toujours faire ce qu'ils veulent. Donc voilà, c'est de la pierre à l'édifice aussi. Visa pour musique déjà intégré l'ANVI, si Coda intègre l'ANVI, et si l'ANVI intègre le réseau PRV, le réseau Smart, non plutôt France, la zone France, je vais y arriver. Et donc ça donne une représentativité internationale, et que souvent nos politiques s'intéressent beaucoup plus à ce qui se passe de l'étranger que ce qui se passe localement. Donc il y a des choses qu'on peut faire tout de suite, et je pense qu'on peut changer les choses. Voilà. Alors voilà, est-ce qu'on a des retours d'expérience des Allez-y. Je ne sais pas comment on va faire pour les micros là, pour les questions. Ah, il y a un micro là en fait. Merci. Bonjour. Merci pour vos interventions, parce que c'est vraiment intéressant ce que vous venez bien sûr d'évoquer lors de ce meeting. Mais je crois qu'il y a un point commun, essentiel, et je pense que c'est la pierre angulaire. C'est bien entendu le financement. Car il y a beaucoup de projets qui n'aboutissent pas, malheureusement, parce qu'à cause justement qu'il n'y a pas de budget alloué à ces événements. Et c'est vrai que la proposition de la LMI est une excellente initiative, justement, de pouvoir un petit peu organiser tous ces professionnels, qu'il s'agisse de créateurs ou d'entrepreneurs de spectacles, tout ça, dans le cadre de l'association, pour que, justement, le politique et autres gens politiques puissent les écouter, parce que s'il n'y a pas réellement des associations, je dirais, fortes, ça ne pourrait pas malheureusement aboutir. Mais il y a un point essentiel, je pense qu'on n'y pense pas. On n'a pas besoin réellement de l'État
puisque quand on travaille dans un secteur privé, je pense que nous avons suffisamment et largement beaucoup de sociétés internationales, locales, continentales, qui peuvent mettre de l'argent dans le cadre du sponsor. Ce qui manque malheureusement, c'est justement ce côté commercial, ce côté justement marketing. On voit bien entendu en tant qu'artiste l'idée d'un festival. C'est vrai qu'au niveau de la programmation, c'est au top, tout ça, mais on ne voit pas le financement. C'est très très important. Il y a énormément de sociétés, rien qu'au Maroc. Comme vous voyez, le télécontact avec le nombre considérable de sociétés, mais personne ne les contacte. C'est dommage parce que, voilà, on n'a pas les commerciaux. C'est ce point, je crois. Si on arrive à voir ça, moi je crois que ça pourrait aboutir. Je voudrais céder la parole aussi à d'autres. Je vais répondre Alors, je vais vous donner un exemple très concret. Maroc Télécom, par exemple, qui est le plus grand contributeur fiscal du Maroc, ne veut pas sponsoriser d'événements à Casablanca. Pourquoi ? 60% de ses clients sont à Casablanca, mais aucun événement ne sera sponsorisé à Casablanca, sauf s'il y a un appel ou un coup de fil. Et je peux vous dire que Maroc Télécom, on les a rencontrés, on les a vus. On nous sort des excuses, des bidons. On ne finance pas les petits festivals. Le lendemain, vous le retrouvez perdu dans un petit bled parce qu'il connaît quelqu'un où il y a un intérêt personnel. Et où la personne, j'ai sorti un exemple parce qu'il est voyant et simple. Mais je peux vous dire que j'ai une liste de 1200 entreprises marocaines à partir de 15 millions de dirhams de chiffre d'affaires. On les a tous vus. On a 8 sponsors. Au bout de 5 ans. On a 22 partenaires. Vous avez passé lui. C'est possible. C'est tout à fait possible. Mais ce que je peux vous dire aussi, c'est que vous avez un équilibre aussi à garder. Il y a des gens qui vous demandent de vous prostituer. Il faut savoir garder son pantalon aussi. Il y a des gens qui vous demandent de tout un tas de contreparties qui ne sont pas possibles. Il y a un produit qu'on met en place, après il faut que les choses aillent ensemble. Et aujourd'hui, il y a aussi des façons où l'État peut intervenir. Par exemple, en France, vous avez, pour tout investissement culturel d'une entreprise, vous avez 65% de défiscalisation à hauteur de X% de leur chiffre d'affaires ou de leur résultat net, qui est déduit et donc qui encourage la création culturelle, qui encourage le festival, qui encourage tout un tas de choses. Effectivement, on peut s'en sortir sans l'État, mais encore une fois, ça reste très précaire. Parce que les entreprises, pour y retrouver leur compte, c'est pas évident. Quand vous faites un festival gnaoui qui attire une population marocaine, etc., s'ils ne sont pas sur telle ou telle cible, peut-être que le festival gnawa, s'il n'y avait pas des volontés vraiment individuelles de personnes, il serait mort aujourd'hui. Il y a beaucoup de festivals qui seraient morts s'il n'y avait pas des gens qui se battaient au quotidien, où il y avait quelques mécènes qui comprenaient l'intérêt de la chose. Le festival Gnawa, au bout de 17 ans, ils ont obtenu un peu d'argent public, alors qu'il était connu mondialement, et les entreprises ne suivaient pas, ne pouvaient pas financer ce budget. Et pourtant, vous connaissez Naïla Tazi, qui a un réseau, et je pense que les 1200 entreprises, elle connaît les patrons un par un, et pourtant, elle a toujours pas de règles. Donc je ne pense pas que ce soit juste une question de commerciaux ou qu'une question d'image. Je pense que c'est un ensemble qui pourrait permettre de choses qui pourraient permettre de développer la chose, et notamment l'investissement et la façon de gérer la politique publique. Enfin, le management public devrait être revu, à mon sens. Moi, je pense qu'il faut aussi s'organiser sans l'État, c'est-à-dire être en mesure, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, mais que c'est du rôle de l'État et de la responsabilité de l'État d'avoir des politiques culturelles qui soutiennent, qui protègent aussi, parce que dans l'économie de marché dans laquelle on est, c'est pas évident du tout de protéger et de continuer à faire survivre certaines entreprises qui sont quand même essentielles. Donc il faut pouvoir
continuer à influer sur les politiques culturelles aussi, tout en s'organisant autrement et en impliquant et les entreprises, mais on oublie aussi l'essentiel, c'est le public. C'est le public qui, d'une certaine manière, qui doit être aussi responsable pour soutenir les initiatives locales, qui doit être là, présent quand il y a des concerts, même si c'est payant, pas très cher et tout, qui doit venir. Parce que sans le public, nous on le vit bien en France, quand on défend la diversité, quand on défend... on a un problème pour joindre notre public, puisque les médias n'en parlent pas. Donc c'est déjà compliqué de les joindre. Mais Dieu merci, on a RFI qui fait des spots quand c'est sur Paris, hein, quand même, hein, pour les artistes qui le défendent. Et en Afrique aussi, exactement. Enfin, je parle pour mes cas en particulier. Mais voilà, donc il y a toute une responsabilisation générale si on veut défendre une particularité culturelle, si on ne veut pas tomber dans aujourd'hui le mainstream de ce qui est défendu et qui est très commercial finalement. Or, toutes ces initiatives précieuses qui concernent complètement nos industries, la culture, l'héritage, ce qu'en font aujourd'hui les jeunes, ce qu'ils peuvent en faire aussi demain. Et tout ça, c'est à protéger, mais vraiment de manière importante. Donc il y a aussi le rôle de l'État là-dedans, et qui doit donner des moyens pour que ça soit protégé. De l'État et l'implication des entreprises et le public responsable. Voilà. Moi, je pense qu'il faut fermer la porte à rien du tout. Voilà. Il y a un monsieur, je crois, qui... Pardon, vous voulez peut-être intervenir. Rapidement, par rapport à cette question de financement, moi, je pense qu'il faut défendre les projets collectivement. Donc, le financement, c'est primordial pour n'importe quel projet, qu'il soit culturel ou autre. Donc, c'est primordial. Mais plus on défend les projets collectivement, plus on a du poids, on fait plus de lobbying et l'État doit participer parce qu'on fait de l'animation, on fait de la créativité, c'est une mission publique. En plus, il y a d'autres, maintenant merci l'Internet et la technologie, il y a d'autres, voilà, crowdfunding par exemple, on peut lancer des campagnes de financement participatif, donc le public il peut participer à des projets, qu'ils soient culturels ou autres. Donc moi je pense que l'atout c'est plutôt le regroupement, la mutualisation, le collectif. Et je rejoins complètement la proposition de mon collègue de Darwa tout à l'heure. Plus on défend des projets collectifs, plus il y a des chances à aboutir. Et voilà. Il y a un monsieur qui veut faire une intervention, si vous pouvez lui donner et puis après... Ah mais vous avez, on va commencer... Allez-y, non mais... Allez-y, puisque vous avez... Okay. Thank you. My name is Spepelo Mbeda. I'm from South Africa. Okay, I'll wait for the gentleman because the question goes to you as well. I'll say my name is Spepelo Mbeda. I'm from South Africa. And it's interesting that all of us are actually tackling the same questions. It's the same debates even in South Africa. We have a federation that was started a few years ago, supported by the government. But on the ground, we also have associations, right? But the biggest question is, how do we get the individual companies, especially the successful ones, how do they participate at the association level? Because you find out that the more established musicians that are making money or are being successful at a certain time, they do not give the association level, they do not give it that oomph, that power to move on. And it ends up being the more established are on the side, and then you have these subpar in terms of making money and being very visible in the public eye. They do not push these organizations. So how do we make or form stronger associations on the ground that will push an agenda from the ground up through so that the federation is a strong federation? Yes. Good question. Good question. And what kind of value? Je vais vous répondre en français, c'est plus simple. C'est une très bonne question, j'ai le micro. Non mais voilà, c'est pour la je n'en ai aucune idée, honnêtement. L'association, la fédération est en pleine création, donc effectivement quand on a discuté avec des producteurs
qui m'ont promis de créer une association de producteurs, c'est des chants, c'est des musiciens connus et reconnus, et qui sont aussi producteurs, et ils devaient créer une association des producteurs. Et 3 mois plus tard, c'est toujours pas créé, et pourtant, on partait d'un noyau très petit, c'est-à-dire c'était 3 personnes. Et aujourd'hui, il n'y a rien parce que les 3 ne sont pas d'accord. Donc l'étendre encore plus, c'est-à-dire que la question des grands visages, avant d'y arriver, c'est que déjà il y ait des associations qui se créent. Nous, on y est déjà à la base. C'est comprendre l'intérêt commun, ou en tout cas, pardonnez-moi le terme, mais comment sortir tous du caca pour aller vers quelque chose de positif, tous ensemble. Et donc juste cette base-là, on a encore du mal. Donc quand on arrivera à cette question des porte-paroles qui devraient porter l'association, on sera déjà très content. Voilà. It's a hard question, you know. Yes, go ahead. True, it's a very difficult question, but I will just try to combine the 2 questions, what the gentleman there asked before and yours. Because I think the subject today was more of policy. And when it comes about the policy, there's no way we cannot engage the government seriously, because I know, for example, some artists have been invited can't perform in some other countries, and they've been denied visas. So it means the government must be involved. Where I come from in Kenya, if you import a tractor, it's duty-free, because they know you are going to use it as a tool of their trade. When you bring in musical instruments, they will tax you like 100%, because they believe it's a tool of luxury. So those are the policies. About trade unions, we should learn from them. It has to be intergovernmental, so that there's a proper policy of the government. That this is what we need to do in uniform, because we can have good working societies, associations, but if the government does not sanction it, then it can't really work. So we must find the best way to engage government in this. Though I'm not sure I've answered this question. It's partly. What about building a guitar and building a tractor instead of importing a guitar and a tractor? That would solve the problem, wouldn't it? Monsieur Daniel. Hello. Yeah. Good morning, everyone. Miguel Prista, my name. I'm coming from Mozambique to Asgo Festival. It's a 3-4 days festival. Happens in May, and we also have a forum on cultural industries, which makes me be glad to be here. I believe this is the thoughts and the questions we all have been doing, and how to interfere or create public policies. But then I believe we all in arts like to be on stages as on production, and I don't understand how are we moving to make these public policies happen or be submitted and approved, because generally speaking, we are not going into parliaments, and I think this is an important move. And depending on the political system, we go into parliaments through the political parties or not, depends. So I don't see much this way happening. And I don't understand how we are really going to interfere or make a difference on the building of these public policies. Something I understand it's very important, and we often don't talk about this: education. Right? We like to perform, we like to party, we like to create, but
we are not putting ourselves into education, and I would say educational systems. This is the most important, maybe. Not just schools for arts, yes, but the public, or the curriculums. They need to have musical education or arts education. And that's where we are gonna, I believe, gonna create a public with sensitivity, sensibility to then public policies be happening. We don't need to create musicians or artists, but the sensibility of our publics. We need to create our publics, I believe. And normally, the artistic group, the producers, we don't have this speech, we don't have this move happening, and I think we really need to understand this thing. In Mozambique, often I find a school teacher that says, musical education class is about singing the anthem, and it's finished. So how are we going to have a public that is looking for arts and not only entertainment? And we end up being very emergential or urgent on our economic needs as producers and entrepreneurs. And I think that's not much sustainable. So that's my thoughts on how to interfere. Thank you. Yeah, how to prepare the generations of tomorrow. And I think like in France it's a problem too. There is no real musical education except the flute. They tried, but it's talking with you before about that also, but it's really important. And these industries, these activities are able to help that in the matter of education, of putting people together. If we have the opportunity to make them exist tomorrow and to make them develop, I think they have a great power for that also, to bring this part. I think there was a finger, yeah. Daniel, we start with Daniel, he's been waiting for a moment, and then Oui, moi je voudrais rebondir sur la valeur marchande, si je puis dire, de la musique dans le monde. Il y avait l'exemple du Kenya qui citait tout à l'heure que la filière culturelle pèse pratiquement 10% du PIB. En France, pour donner l'exemple de la France, l'industrie culturelle pèse toujours que l'industrie automobile. Alors comment expliquer qu'on n'arrive pas à interpeller nos politiques pour vraiment leur faire prendre conscience que cette matière artistique, cette matière culturelle pèse de l'argent, génère de l'emploi. Je pense qu'on parle souvent, est-ce qu'il ne serait pas le moment, à l'image du LMI, de créer une sorte de fonds culturel international? C'est peut-être prétentieux, c'est peut-être futuriste, mais il devrait y avoir des représentants mondiaux pour défendre cette matière. Mais aussi le problème, on le connaît aussi en France, mais je pense qu'il y a aussi un problème d'incompétence des ministères de la Culture, surtout dans les pays africains et les pays du Maghreb, c'est que souvent c'est des postes, on donne ce poste, je dirais que c'est la dernière roue du carrosse. Et pourquoi il y a des mauvais ministres de la Culture, désolé de dire du mal des ministres de la Culture sur le continent africain, c'est parce qu'il n'y a pas aussi de formation, il y a très peu d'écoles de musique, il y a très peu d'écoles. Donc cette matière, elle est méconnue, quoi, parce que si elle était connue, j'étais au Cameroun récemment, il n'y a aucune école de musique, aucune école d'ingénieur du son, c'est-à-dire que les dirigeants dans le domaine de la culture, ils arrivent là par hasard, mais ils ne connaissent rien à la filière. C'est marrant que c'est plutôt les financiers répondent, parce que je voulais juste intervenir, c'est marrant que vous disiez ça en parlant de la France, parce que quand même la France pour nous c'est un modèle en Europe et dans le monde en termes de la culture et d'appui de la culture. Si vous pensez ça, je me dis... Non, il ne parlait pas de la France. D'accord, ok, c'est ce que j'ai pu comprendre. Il disait aussi, oui, ça venait en dernier plan, etc. Après, quand vous parliez du fonds, un fonds de musique internationale, c'est marrant parce que vous connaissez les crypto-monnaies, mais dans les crypto-monnaies, il y a maintenant une valeur qui a été créée pour la musique. Donc, si vous y croyez, investissez dans ça. C'est un peu bizarre d'ailleurs qu'ils aient fait ça dans la crypto-monnaie avant de le faire en vrai. Pour en revenir à la France, nous en tant que réseau Zone Franche, là on est quand même en train de mener des actions pour influer sur les dispositifs de financement pour les musiques du monde.
parce que les gens du jazz, les producteurs du jazz ont fait ça, ont mené une bataille pendant des années pour faire reconnaître leur domaine, leur esthétique. Et ils ont réussi, puisque le Centre national des variétés est devenu le Centre national des variétés et du jazz. Alors nous, on aimerait bien qu'ils rajoutent et des musiques du monde derrière. Mais bon, on organise donc une réunion très bientôt avec les différents organismes qui financent les producteurs, les festivals, et en essayant non seulement de les écouter, on connaît leur dispositif, on va quand même écouter, ils en ont des nouveaux, mais surtout leur faire des retours sur nous, nos problématiques, et comment justement on a besoin qu'ils adaptent leur dispositif à nos types d'entreprises. Et voilà, le financement, en tous les cas, c'est clair qu'en France, il y a des dispositifs, ils sont mal distribués, et qu'il y a, c'est vrai, une méconnaissance en matière de politique publique, de certaines spécificités. Monsieur, allez. Oui. Bonjour, je m'appelle Benelissa, j'ai travaillé pendant des années à Berlin, des années dans la programmation culturelle, et je travaille encore pour le Bull Institute au Maroc. Je saisis l'occasion pour rappeler parce que j'ai vécu à Berlin à l'époque où a été créée justement cette formule des industries créatives. Elle est née à Berlin après la chute du mur, et c'était des petites entreprises informelles et formelles qui ont créé ce besoin. Et l'État est venu 10 ans après pour commercialiser ce concept et en faire un produit touristique. Et donc, c'est les petites entreprises qui ont développé des industries créatives. Évidemment, je rejoins ce que vous avez dit, ils ont travaillé sans subvention, mais ils avaient le public. Et le public est primordial. Mais pour atteindre le public, il faut offrir aussi au public ce que le public veut. C'est-à-dire qu'il va y avoir une démarche commerciale. Donc, c'est-à-dire, les petites entreprises, ils ont développé des trucs que les jeunes aimaient, et donc ils sont venus en grand nombre, ce qui a créé de plus en plus de petites entreprises et qui a créé un vrai mouvement qui s'est après développé même en France, après Berlin. Et donc, moi je suis pas tellement, aucune aide financière n'est à négliger, mais il faut toujours compter sur soi-même, sur sa propre force d'imagination, que j'admire M. Alaoui et M. là pour leur projet, et le souhaite vraiment du grand succès, et qu'il y ait d'autres jeunes qui viennent le rejoindre dans cette démarche pour les mutualiser après et devenir vraiment une force qui peut s'imposer rien que par leur travail. Et c'est l'État qui va venir vers vous, c'est pas vous qui devez aller vers l'État. Voilà. L'exemple de M. Saïd Ahmadi, enfin, de cette coopérative est frappant. Exactement. Je répète une information. SMAP, ils sont 100% autonomes, ils font un résultat positif de 3 millions. Donc, ils n'ont pas besoin de personne. Donc, c'est faisable, mais c'est dans le collectif, dans l'individualisation. Je profite pour poser quand même une question. Pourquoi vous négligez le statut coopératif? Parlez chaque fois d'association, sachant que la coopérative, il a une vocation plus. C'est-à-dire, si on veut parler autonomie financière, etc., vaut mieux parler coopérative que association, à mon avis. En fait, il y a deux aspects. Le premier, c'est que au niveau associatif, on a une vision là pour le moment qui est exclusive, enfin pas exclusivement, mais qui est très orientée discussion avec des institutions. Et effectivement, on en a parlé, il y a Racine qui est en train de lancer aussi exactement, c'est un esprit coopératif, c'est un atelier sur plusieurs milliers de mètres carrés où vous avez des jeunes artistes qui mutualisent avec un directeur, un responsable communication, un responsable prod, etc. C'est sur un modèle qui existe à Marseille aussi, et ils refont à peu près ils refont le même modèle ici, et c'est pas qu'on en est conscient, c'est juste qu'aujourd'hui, en étant en entreprise individuelle, aujourd'hui on est en train de se questionner, on est en train de se poser des questions sur qu'est-ce qu'il faut faire pour changer les choses. Donc, on a fait cette première initiative de lancer la musique, de lancer les fédérations, et c'est sûr
en discutant avec toutes les forces vives qui vont rentrer dans l'association, on va ensemble des solutions. Ce que je vous dis, c'est vraiment, il fallait lancer le radeau et après on va voir où on va aller. Monsieur, oui, bonjour. Je m'appelle Michel Aviou, je suis réalisateur dans Les Heures Perdues, et aussi musicien. Avec Amir Albi, on a fondé un groupe de musique récemment qui s'appelle Baltimore, qui mélange de la poésie et de la musique. Alors j'ai deux questions. La première, c'est est-ce qu'il faut coucher pour réussir? Si oui, avec qui? Si vous verrez. Et la deuxième, c'est, donc par exemple, nous, on vient de créer ce groupe qui, comme je vous disais, qui mélange, qui est un peu hybride, qui mélange la musique et la poésie, donc qui ne rentre pas forcément dans le cadre de ce qu'on appelle les musiques du monde, mais qui est une musique à la fois qui mélange de l'électro, du rock, du jazz, avec plein d'influences. Et est-ce qu'il y a des débouchés au Maroc? Est-ce qu'il y a des gens que ça intéresse? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent produire de tels groupes ici, sur le sol marocain? Voilà, je vous remercie. Je peux participer à la réponse. La première question, c'est oui, il faut coucher pour réussir, ça c'est sûr. Mais après, il ne faut pas balancer son porc, donc il faut choisir après votre nom. Non, mais plus sérieusement, non, moi je suis toujours. Moi, ma philosophie, ça, voilà, si on veut vraiment un truc, on le fait, quoi, tout simplement. Maintenant, je pense qu'au Maroc, comme dans tous les pays, bon, ici on est tous d'Afrique, ou du moins on travaille en Afrique, donc je pense que pour rejoindre le monsieur qui disait tout à l'heure, on n'a pas besoin de l'État. Il y a assez de structures, on va dire, pour pouvoir se produire et faire les choses nous-mêmes. C'est plus ou moins difficile, on n'est pas en Europe, on n'est pas en France, on n'est pas aux États-Unis, mais c'est jouable, c'est faisable, il suffit vraiment de vouloir, et de mettre des bâtons dans les roues, mais on va y arriver, quoi. Pas, voilà, donc ça d'une part, et pour la deuxième partie, je pense que oui, aujourd'hui il y a pas mal de producteurs, il y a pas mal de lieux, enfin, il n'y en a pas assez, mais il y en a quand même un petit peu, donc je pense qu'il faut garder l'espoir. Moi je propose déjà d'échanger nos contacts, il y a moyen peut-être de faire des choses ensemble. J'essaie de faire. Voilà, bah oui. Ça, vous répondez à la première question quand vous dites d'échanger les contacts. Non, non. C'est enregistré, les gars. Pas ici, pas ici. Mais oui, voilà, et puis après, il y a plein de gens comme moi, comme Oulay, comme les gens présents ici. Je pense que d'où je salue encore un peu l'initiative de nous avoir tous réunis ici aujourd'hui. Et voilà, moi je dis, il faut garder espoir, il faut foncer, il faut y aller, quoi. Moi, aussi, pour répondre aussi à la question. Allez-y. Merci beaucoup. Il est là. Pourquoi faut-il coucher pour réussir, cher monsieur? Pourquoi? Je vais vous donner un exemple palpable. Vous êtes dans la musique. Moi, je suis aussi dans la musique. Je suis aussi créateur. Si je vous dis des choses, vous n'allez pas croire. Je suis présent dans les 5 continents avec mes chansons. Ça m'a coûté 0 €. Monsieur Arabi, peut-être un jour, n'a pas cru en moi quand je lui ai envoyé ma chanson jazz, et elle passe sur plusieurs radios, rien qu'à New York. C'est très simple, et ça coûte 0 €. Vous savez, avec un outil aussi simple qui est votre portable, si vous envoyez vos chansons, croyez à des milliers de radios dans le monde, vous arriverez toujours à trouver des radios qui vont vous programmer. Moi, je chante en 12 langues. Je suis présent sur YouTube. Personne ne me connaît. Je chante en 12 langues. Vous pouvez me dire votre nom, nous dire votre nom? Brian Atlas. En 12 langues, je chante. J'ai des chansons qui passent en Suède, comme en Allemagne, comme aux États-Unis, comme en Australie, etc. Aux États-Unis, j'ai mes chansons country qui passent même à Nashville, qui est le berceau de la country music. C'est-à-dire, tout simplement, il faut tout simplement rien utiliser le web et contacter, envoyer vos chansons
à 10 milliers, je dis bien, 10 milliers de radios, vous allez avoir toujours des problèmes. Vous avez des droits d'auteur? Absolument pas. Pour répondre à vos questions par rapport aux esthétiques, ça coûte 0 dirham mais ça rapporte 0 dirham aussi. Donc, pardon, mais je pense que au contraire, il y a une demande aussi pour des spectacles qui mêlent différentes esthétiques en chant, et qu'il n'y a absolument aucun blocage. Je m'occupe par exemple d'artistes qui sont autant dans le jazz que qualifiés musique du monde. Aujourd'hui, on est dans... Voilà, il y a des frontières qui s'estompent par rapport à la catégorisation. Ça a toujours existé, mais et au contraire, donc c'est la qualité artistique qui va primer, évidemment, l'originalité du projet. Et oui, je pense que si ça plaît à des producteurs, qu'ils soient ici ou ailleurs, ils vous accompagneront d'une manière ou d'une autre. Voilà. Mais c'est vous les premiers qui devez porter, vous êtes les meilleurs ambassadeurs de votre projet. Donc c'est vous les premiers. Si je peux me permettre aussi, c'est la communication du projet aussi qui est important. Bien sûr. Sinon le reste ne suit pas. C'est d'avoir tous les outils qu'il faut, bien sûr. Voilà, on n'est pas loin de la course. Voilà, je ne sais pas combien de temps il nous reste. Je peux finir de répondre à M. Aylouch. J'allais dire que ça dépend de vos ambitions. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des cabarets qui diffusent de la musique en continu. Vous ne faites pas de chablis, donc ça va être difficile de rentrer dans les cabarets. Et les lieux de diffusion sont quand même très rares au Maroc. Donc, les lieux n'ayant pas les théâtres actuels n'ayant pas de programmateurs, donc c'est difficile d'avoir une tournée sur tout le Maroc. Les producteurs qui vont prendre le risque de développer votre projet de A à Z avec une structure managériale qui va vous pousser dans telle orientation, et vous accompagner avec une personne dans les relations publiques qui va vous faire connaître dans les radios, etc. Aujourd'hui, tous les chaînons ne sont pas encore mis en place. Les radios, on a des musiques actuelles, aujourd'hui on a Hit Radio qui va être sur un créneau très particulier. Si vous ne rentrez pas dedans, vous ne rentrez pas dedans. Vous avez Lux Radio, on ne peut pas parler de création. Vous avez Atlantique qui s'est arrêté dans les années 70. Vous avez des segmentations dans chacune des radios qui aujourd'hui sont très difficiles pour promouvoir la jeune musique actuelle marocaine. Et donc ça, c'est, j'allais dire, Enfin, moi j'ai du mal à dire ce genre de choses parce que d'un côté ça freine la création en disant aux jeunes musiciens l'avenir il est quand même difficile. Après c'est un produit et donc il faut, j'allais dire, le segmenter en fonction du marché, mine de rien, ou alors chercher les marchés qui correspondent à votre musique. Donc c'est à vous de voir comment vous voulez orienter votre projet. Si vous avez un projet, vous y croyez tel qu'il est, etc., il faut trouver votre public. Donc, est-ce qu'il est au Maroc? Est-ce qu'il n'est pas au Maroc? Et s'il est au Maroc, comment faire pour l'attirer? Et j'ai vraiment pas la réponse parce que chaque fois que je veux ramener un artiste, je me pose 100 000 questions sur qui va venir voir ça, qui va vouloir payer pour ça. Et sachant qu'on est dans un pays quand même où le pouvoir d'achat est très limité, donc c'est soit on vous catalogue comme élitiste, dès que vous dépassez 70 dirhams pour un prix de billet, vous êtes tout de suite orienté vers les 5% ou 10% de la population qui peut payer un billet. Et quand vous êtes en dessous, c'est que c'est de la musique pas intéressante, c'est pas cher. Donc c'est pas bien. Je sais vraiment pas comment encourager des jeunes groupes, à part effectivement on fait un appel à projet d'ailleurs qu'on va lancer la semaine prochaine. On voulait le lancer cette semaine mais on n'est pas prêt. On va le lancer la semaine prochaine pour des jeunes groupes comme on fait ça depuis quelques années, des jeunes groupes pour les promouvoir durant le festival Casablanca.